Bonjour aux télénautes curieux, généreux et respectueux, et bonjour à mon GPS. Bonjour Aurélie. Bonjour, le Géoptimiste. Nous sommes en Bourgogne et à l'ouest de Dijon. Nous avons rendez-vous à Flavigny-sur-Ozérin, un des plus beaux villages de France. Bonjour Catherine Trouba. Bonjour, le Géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous dans cette magnifique abbaye. Depuis 5 siècles, on fabrique des bonbons ici. Oui, même déjà bien avant. On ne fabrique pas des bonbons, on fabrique un seul bonbon, l'Anit de Flavigny. Et alors l'odeur, hein, quand on arrive dans le village, l'odeur, on est saisi par cette odeur. Oui, parce qu'en fait, nos arômes naturels voguent un peu partout dans les ruelles du village. Notre histoire, c'est pas seulement une histoire familiale, c'est l'histoire du village, parce qu'au début c'était Flavien, le Romain, qui a laissé son nom au village en amenant la graine d'Annie. Puis ce sont les moines qui ont eu l'idée d'en faire une dragée. À la place de l'amande, ils ont mis la graine d'Annie et ils l'ont enrobée de sucre pour la conserver et pour en faire une dragée. Et puis après, ça a été des familles qui, les unes après les autres, pas la même famille, mais successivement, ont pris le relais de la fabrication. Et il faut 15 jours pour faire un bonbon. Oui, c'est très très long parce qu'une dragée, ce sont des couches successives de sirop qui s'enrobent autour de la petite graine d'Annie. Il faut du temps pour que l'eau s'évapore à son rythme, un peu comme du vin, il faut lui laisser le temps. Et quand quelqu'un fait une dragée avec une amande, il lui faut 4 jours pour une belle dragée. Mais nous, vu que notre petit cœur d'Annie est tout petit, eh ben, il faut 15 jours de fabrication. C'est une belle histoire, il y a même des amitiés comme Gustave Eiffel qui vous permet d'aller à l'exposition universelle. Quand il a construit la tour Eiffel, il a dit à M. Gallimard, qui était avant la famille Trouba, bah, si tu veux faire connaître ton bonbon, bah, profite de l'exposition universelle, mets des petits kiosques au pied de la tour que je construirai. En fait, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite, un peu comme Obélix, hein, dans ses bassines et moi dans les miennes. Donc, j'aime en fait l'histoire de notre bonbon, j'aime Flavigny, mon village. Quelqu'un qui est amoureux, il dit à tout le monde qu'il est amoureux. Et ben, moi, du coup, j'ouvre les portes et je dis à tout le monde que venez voir comme il est beau, mon bonbon, parce que je trouve que son histoire est merveilleuse. C'est vrai qu'elle est merveilleuse, l'histoire de ce bien bon bonbon. Alors sur place, vous trouvez un petit musée qui raconte l'histoire, vous visitez la fabrication et puis vous avez même un petit café où vous pouvez boire un thé.
trouverez un parking à l'entrée du village. Il n'y a pas de service mais vous pouvez y passer la nuit. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est que tout vient d'une immense bataille qui s'est déroulée ici, à 8 km, à Alésia. L'armée romaine faisait venir de l'anis vert pour soulager les légions de la dysenterie. Le parking pour camping-car est ouvert pendant les horaires de visite. Nous sommes au Muséoparc d'Alésia. Alors ici, on se trouve au cœur du centre d'interprétation, donc le centre d'interprétation du Muséoparc Alésia qui a ouvert ses portes en 2012 et qui a été créé donc par l'architecte Bernard Tchoumi, qui est un architecte qui a fait notamment le musée de l'Acropole d'Athènes. Donc avec une architecture assez contemporaine, comme vous pouvez le voir, avec une résille bois à l'extérieur et à l'intérieur un environnement vraiment béton, avec cet environnement qui rappelle un peu le chaos justement lié à la bataille et à la confrontation entre Vercingétorix et César. Et ici, donc, on se trouve au cœur, dans l'atrium, qui dessert notamment la partie billetterie, la partie boutique et le restaurant, puisque nous avons un restaurant sur place. On est au cœur de la bataille, dis donc. Oui, complètement au cœur de la bataille. Là, je vous accueille entre les Gaulois et les Romains. Donc, on est au cœur de cette confrontation entre ces deux grosses armées, que sont les armées romaines et les armées gauloises, dirigées par Vercingétorix et César. Et donc là, vous voyez, c'est assez impressionnant. Je suis vraiment sous les guerriers. Donc, c'est un cheminement où on accueille donc nos visiteurs. On vous accueillera tous, bien évidemment, ici au Muséoparc Alésia, pour vous faire découvrir ces deux armées. Alors, la petite question, bien évidemment, quand on commence cette visite, c'est de quel côté sont les Gaulois et de quel côté sont les Romains, mais ça, vous trouverez la réponse sur place. Combien d'hommes se sont battus ici? Il faut s'imaginer que sur ce lieu où maintenant c'est vraiment une campagne avec quelques petits villages, on est sur des quantités avoisinant les 150 000 personnes sur site, sans compter l'armée de secours que César, dans son ouvrage de référence, le De Bello Gallico, donc la guerre des Gaules, a estimé environ à 240 000 personnes. Donc après, on sait qu'il a aussi gonflé un peu les effectifs, mais on est quand même sur des centaines de milliers de personnes. Donc une des plus grosses batailles de l'Antiquité a eu lieu ici à Alys-Sainte-Reine. Et c'est au fond l'histoire d'un siège. C'est l'histoire d'un siège, cette bataille. Vercingétorix avait fait préparer cette place forte pour s'y retrancher. Plusieurs batailles, en fait, 7 au total, 7 confrontations on peut dire, mais c'est surtout l'histoire d'un siège, l'histoire d'une attente, où César installe donc tout autour de l'Oppidum, donc la place fortifiée surélevée que se trouve être maintenant Alys-Sainte-Reine et autrefois Alésia. Donc il installe tout autour de ce mont 2 lignes de fortification. Donc un travail de Romains, comme on peut le voir, pour justement pendant 2 mois contraindre Vercingétorix dans cet espace-là. Le lendemain, Alésia était en vue. Cette ville ne semblait pouvoir être prise que par un siège. Et donc le principe du siège, c'est tout simplement de faire mourir de faim son ennemi. Convoquez immédiatement le conseil. On a un petit segment d'une centaine de mètres de ces lignes de fortification. Il faut pouvoir vous imaginer qu'en effet, elles s'étendaient sur 17 et 21 km tout autour donc, du site. Alors là, Stéphanie, on se rend bien compte de la polyurcétique. Alors là, la polyurcétique, c'est un thème un peu barbare qui en fait représente l'art d'assiéger une ville. Donc c'est un terme qui n'est pas facile à placer au quotidien, mais il y a vraiment une stratégie, une tactique pour assiéger une ville, et donc notamment dans le système défensif de mise en place des fortifications, où c'est quelque chose d'assez complexe au niveau de l'édification de ces fortifications et de tous les pièges qu'on retrouve sur place, que ce soit les stimuli, les scipies. Et ça, c'est très technique, donc on vous expliquera ça plutôt sur place quand vous viendrez nous voir. Longtemps, on s'est imaginé
que les Gaulois étaient des barbares hirsutes qui ne connaissaient pas voilà, la propreté, donc tout, qui ne s'habillaient pas, enfin torse nu, voilà, qui criaient beaucoup. Par-dessus ça, on a eu un imaginaire collectif qui a été longtemps véhiculé par la bande dessinée, pour ne citer qu'Astérix, ce qui fait qu'on arrive là en 2018 avec tout un tas d'informations sur les Gaulois qui ont été largement diffusées, y compris par l'éducation nationale, parce qu'on faisait aussi avec les informations qu'on avait à l'époque, et qui sont malheureusement fausses. Donc ici, nous au Musée au Parc Alésia, il faut qu'on refasse une petite remise à niveau pour tout le monde. À quelques kilomètres à peine, il y a une statue qui représente Vercingétorix. Oui, alors cette statue, elle a aussi une histoire. Elle a été commandée par Napoléon III à Aimé Millet, justement pour fêter la fin des fouilles, voilà, à Alésia. Donc cette statue, elle est représentée avec beaucoup d'éléments anachroniques, parce qu'on ne connaît pas le visage de Vercingétorix. Donc c'est une interprétation. C'est une interprétation. Il ressemble à qui alors, certains disent que le sculpteur se serait inspiré du visage de Napoléon III jeune, pour faire cette sculpture qui est assez emblématique. Je vous invite aussi à aller la voir, elle est vraiment majestueuse, elle fait plus de 4 mètres de haut. Donc elle est vraiment très imposante sur son socle, voilà, et vraiment elle impose un Vercingétorix résigné, mais digne. Voilà, et ça c'est le message que voulait faire passer l'empereur au moment aussi où il a souhaité mettre en place cette statue, donc qui n'a pas l'apparence d'un Gaulois, ni au niveau de la chevelure, parce que chevelure longue, ni au niveau voilà, des moustaches, parce qu'on sait que les aristocrates de l'époque n'avaient pas de moustache, on le sait dorénavant. Le vêtement non plus, enfin il y a beaucoup d'anachronismes, mais ça reste quand même un élément fort d'Alésia, auquel tout le monde est très attaché. « 2000 ans ont passé, et pourtant cette histoire nous émeut. Ici, des dizaines de milliers d'hommes sont tombés, et puis ça touche à notre enfance, le Gaulois, les bonbons à l'anis qui trouvent leur origine précisément avec cet anis vert rapporté de Méditerranée. Encore un petit bout de France que je vous invite à visiter. À la semaine prochaine.